sur Bakhmout, qui est l'épicentre de cette guerre. C'est sans doute la bataille la plus coûteuse en vie humaine. Regardez ce que dit le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Syrski. Nous continuerons. Il est très clair, et ils sont très clairs là-dessus depuis quelque temps, les Ukrainiens, en dépit de toutes les prévisions et conseils, à tenir Bakhmout, ou les 10% qu'ils réussissent à tenir encore aujourd'hui, à détruire Wagner et d'autres unités parmi les plus aptes au combat de l'armée russe. Intéressant, Mélina Huette, parce qu'on a aussi entendu John Kirby qui distinguait les pertes entre les forces régulières russes et celles de Wagner. 10 000 morts côté armée régulière, 10 000 côté Wagner. Peut-être un message aussi pour dire c'est une boucherie pour Prigojine. Alors, c'est une boucherie pour Prigojine, c'est effectivement le message qu'il veut faire passer. Après, quand on est sur le terrain, ce qu'on voit, nous, de plus en plus depuis quelques mois, c'est une fatigue du côté ukrainien aussi, notamment beaucoup de soldats qu'on a rencontrés qui étaient en permission pour 2 ou 3 jours dans le train, qui retournaient à Kiev et qui, eux, disaient, alors c'est démobilisés pour la plupart, que c'est aussi une boucherie et c'est un massacre de leur côté, que là, il commence à y avoir aussi, on parlait de communication tout à l'heure et ça a un impact sur le moral. Il commence à ne plus en pouvoir d'entendre que s'il y a un soldat ukrainien qui meurt pour 7 Russes, du coup, stratégiquement, c'est valable, mais eux, en attendant, ils sont sur le terrain et ça les affecte évidemment. Et puis, je reviens sur les chiffres. On parlait d'Ozint. Quand on va sur le terrain, on a aussi, à un moment donné, mais c'était valable en novembre, peut-être que c'est plus tout le cas, on avait des soldats qui, dans les premiers points de stabilisation autour de Bakhmout, arrivaient, c'était une centaine par jour de soldats ukrainiens, non pas morts, mais immobilisés, mis hors de combat. Donc ça fait quand même un nombre de soldats assez élevé. Il n'y a pas de mobilisation à grande échelle, ou en tout cas, il n'y a pas la même population qu'en Russie. Et les mobilisés qu'on croise aujourd'hui, ils nous disent « mais moi j'ai envie de rentrer chez moi ». Donc il y a quand même une volonté de voir cette contre-offensive arriver très vite pour se dépatouiller de cette guerre d'attrition. Oui, parce que le front est totalement figé. Et le dernier chiffre dont on dispose, alors il est intéressant, Joséphine Staron, parce que pour une fois, ce sont les Ukrainiens qui progressent. Si on s'en tient à des chiffres qui sont quasi des chiffres d'apothicaire, ils auraient gagné au mois d'avril 25 km². Alors ça représente 0,04% du territoire. Ça semble dérisoire, notamment lorsque l'on voit le coût humain. Mais c'est la première fois que le gain territorial se fait côté ukrainien. Oui, ça doit effectivement contribuer à remonter peut-être un peu le moral, mais ce qui est intéressant avec Bakhmout, c'est que c'est un point de fixation en fait depuis à peu près 10 mois qui a été décidé à la fois du côté russe et du côté ukrainien. Les Russes imaginaient que les Ukrainiens allaient très vite battre en retraite et lâcher un territoire qui n'est pas si stratégique que ça en tant que tel, et on l'a suffisamment répété. Eh bien non. Et ce qui est intéressant dans la déclaration que vous citiez, c'est que la personne disait malgré les conseils et les avis, c'est-à-dire notamment des États-Unis, parce qu'on se souvient que certaines voix des alliés de l'Ukraine disaient mais lâchez Bakhmout, ne sacrifiez pas d'hommes et d'armes supplémentaires pour un endroit si peu stratégique. Et bien finalement, la stratégie ukrainienne, ça a été d'en faire un point de fixation et d'affaiblir, de fatiguer, de démoraliser l'adversaire, les Russes. Et sur ce point-là, eh bien, ça fonctionne quand même d'une certaine manière, puisque là encore, les chiffres des mis hors de combat du côté russe en attestent. En revanche, la question, c'est combien de temps effectivement, ça peut encore durer. Pour les Ukrainiens, pour les Russes, la question ne se pose pas trop, parce qu'on voit bien leur stratégie. Ils envoient de toute façon au front tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont sous la main. Des munitions humaines, comme ils disent. Donc, mais pour les Ukrainiens, la question se pose, parce que dans le cadre de cette contre-offensive qu'ils vont mener, on ne sait pas où, on ne sait pas exactement quand, mais ils vont devoir, eux, mobiliser aussi beaucoup d'hommes et de matériel. Donc il y a effectivement une course contre la montre qui se joue actuellement. Et intéressant, Emmanuel Véron, parce que chaque fait de guerre aujourd'hui est lu comme les prémices de cette grande contre-offensive, sabotage côté russe d'un train, bien sûr l'attaque sur Sébastopol. On sent qu'il y a une position d'attente et presque une forme de suspense à l'échelle internationale. Oui, parce que précisément pour la contre-offensive, dans les temps que l'on connaît maintenant, de ce printemps 2023, est directement liée
à l'agenda local, en tout cas à l'échelle locale, en matière tactique et stratégique, mais aussi régionale et internationale. On est sur les 3 des échelles, et donc il faudrait qu'entre guillemets, il y ait un alignement des planètes de ces 3 échelles, ou un alignement de ces 3 échelles, pour mener la contre-offensive côté ukrainien. Et comme dit le général Trinquant à très juste titre sur les plateaux LCI, c'est un fusil à un coup, enfin, c'est en tout cas une arme à un seul coup, et il ne faut pas gaspiller la balle, gaspiller la munition, parce qu'après, les conséquences seraient extrêmement graves. Donc on est effectivement ici sur une question de tempo, local, régional, international, mais aussi de capacité à combattre, quid de suffisamment de munitions, suffisamment d'hommes, suffisamment de matériel, etc., pour mener la contre-offensive qui sera décisive. Et les images que vous